Bonsoir, bienvenue à vous en direct, votre émission pour aller plus loin ce soir sur une campagne marquée par les soupçons et les affaires à 40 jours du premier tour de la présidentielle. C'est une situation inédite avec l'un des principaux candidats, François Fillon, mis en examen. Et plus largement, comment les Français vont-ils pouvoir sereinement faire leur choix pour ce scrutin indécis et déroutant? Sur ces questions, le match des idées opposera tout à l'heure Yves Derey, rédacteur en chef au Parisien Magazine, à François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. Et puis, c'est l'un des sujets majeurs, un thème de fond qui engage notre destin et celui de nombreux autres pays, l'Europe. Entre la surenchère de la Turquie, le Brexit ou la montée des populismes, ce sont autant de défis qui nous sont opposés en ce moment même. Alors d'où viendra le sursaut? Il est temps de parler de ce sujet. Le débat est à suivre avec de nombreux invités à notre compagnie. Voilà donc pour le programme. Merci de nous suivre. Vos réactions, questions avec le hashtag OVPL. Et avant notre débat, tout de suite, c'est le tour d'horizon de l'actualité du jour. À 3 jours de la clôture du recueil des parrainages, le Conseil constitutionnel publie une nouvelle liste de signatures. Et voici Jean-Luc Mélenchon officiellement qualifié. Le candidat de la France insoumise a dépassé le seuil des 500 parrainages requis pour se présenter à l'élection présidentielle. 8 candidats ont désormais franchi ce seuil. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Emmanuel Macron, Benoît Hamon et Marine Le Pen, la candidate du Front National qui a annoncé aujourd'hui avoir parrainé Henri Guénaud. Benoît Hamon. Écoutez, moi je ne me sens pas trahi. Mais sans doute les électeurs de la primaire se sentent-ils aujourd'hui trahis. En démocratie, le respect de la parole donnée, c'est important. En démocratie, le respect de l'issue du scrutin, c'est important. Sinon, comment lutter efficacement contre toutes celles et ceux qui mettent en cause la démocratie? Comment lutter efficacement contre le Front National quand justement, soi-même, on ne respecte pas le verdict des urnes? Emmanuel Macron. Une enquête préliminaire ouverte par le parquet de Paris pour favoritisme, complicité et recel. Les investigations portent sur une soirée organisée le 6 janvier 2016 à Las Vegas, à laquelle participait Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie. Cette soirée, qui aurait coûté près de 380 000 €, aurait été organisée sans appel d'offres. Si Emmanuel Macron n'est pas directement visé par cette procédure, reste que ce déplacement lui aurait permis d'être ovationné par près de 500 personnalités. Marine Le Pen. Marine Le Pen dans le viseur du fisc. La candidate du Front National fait l'objet de 2 procédures de redressement fiscal pour avoir largement sous-évalué son patrimoine immobilier détenu en commun avec son père Jean-Marie Le Pen. Ces 2 procédures pourraient aboutir à une réévaluation de la valeur de ces biens de l'ordre de 60% et la rendre éligible au paiement de l'impôt sur la fortune. François Hollande. 5 organisations catholiques et protestantes ont signé cet après-midi un protocole avec l'État pour accueillir en France 500 réfugiés syriens en provenance du Liban grâce à la mise en place d'un corridor humanitaire aérien. Le dispositif, qui doit durer 18 mois avec de premières arrivées espérées fin avril, est autofinancé par les organisations chrétiennes. Nous avons aussi besoin de la mobilisation de nos sociétés. Et votre action rejoint la nôtre, parce qu'avec ce protocole, vous irez, avec les services de l'État, chercher ces réfugiés là où ils vivent ou survivent, notamment les plus vulnérables, en raison de leur âge ou de leur santé. Et vous avez votre objectif, 500 personnes qui devront être ici accueillies. Là aussi, on dira que c'est peu, mais c'est déjà beaucoup pour des associations comme les vôtres. Europe. La Cour de justice européenne a tranché. Selon ses juges, une entreprise peut interdire dans son règlement intérieur le port visible de signes religieux, politiques et philosophiques afin de conserver sa neutralité. La juridiction devait se prononcer sur 2 affaires belges et françaises portant sur le cas de 2 femmes musulmanes estimant avoir été discriminées parce qu'elles refusaient d'enlever leur foulard dans leur entreprise. Si l'arrêt prononcé ce mardi va harmoniser les pratiques des employeurs dans l'Union européenne, la Cour du Luxembourg précise néanmoins qu'il n'est pas question de pouvoir cibler une confession plus qu'une autre.
moment où notre campagne est marquée par les soupçons et les affaires, eh bien, il se passe beaucoup de choses ailleurs. L'Europe fait face à des situations inédites, le Brexit, la surenchère turque, la montée des populismes, bref, des questions qui vont engager notre destin commun. Alors, il est temps d'en parler dans cette présidentielle avec nos invités ce soir. David Rachlin, bonsoir. Bonsoir. Directeur de campagne de Marine Le Pen, sénateur Front National du Var. Avec nous, François Patria, bonsoir. Bonsoir. Soutien d'Emmanuel Macron, sénateur de la Côte d'Or. À vos côtés, Stéphanie Villers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chef économiste auprès du groupe de protection sociale Humanis et notre chroniqueur Jean-Luc Gombault nous accompagne. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Alors, madame, messieurs, avant, évidemment, de parler dans quelques instants du thème de notre débat, l'Europe et ce qui se passe en ce moment, eh bien, ce qui se passe est occulté par cette campagne, occulté par le spectre des affaires et notamment par la mise en examen de François Fillon. Sur ce sujet, on va tout de suite écouter la réaction du président du Sénat et proche de François Fillon, Gérard Larcher. C'est l'aboutissement d'une séquence qui, au fond, a empêché le déroulement normal de la campagne électorale, qui est un dialogue entre des candidats et les Français. François Fillon a pris une décision de s'en remettre au suffrage universel, à la décision du peuple. D'avis d'ailleurs, en l'espèce. Oui, mais je pense que il a, et je le soutiens dans cette démarche, parce qu'aujourd'hui, à 5 semaines de l'élection, ou un peu plus, eh bien, la campagne va reprendre ses droits, et puis les Français se détermineront, ils choisiront, et ils choisiront le projet, et le projet de François Fillon. C'est le seul qui puisse permettre de redresser le pays. Voilà, l'intégralité de cette interview est à retrouver juste après cette émission. Mais d'abord, votre réaction, David Rachlin, que pensez-vous de ce que vient de dire Gérard Larcher, que finalement c'est le suffrage universel qui est presque maître dans cette campagne présidentielle? C'est l'avis de Gérard Larcher, c'est un soutien de M. Fillon, donc c'est pas très étonnant venant de lui. La réalité, c'est que M. Fillon manque singulièrement de cohérence, puisqu'il avait annoncé il y a quelques semaines, et même quelques mois, je crois, que s'il était mis en examen, il ne se présenterait pas à l'élection présidentielle. Par conséquent, il se contredit lui-même, c'est la cacophonie la plus totale. Il devait d'ailleurs ne pas changer de projet, il a changé 3 fois ou 4 fois de projet. Il devait présenter son équipe gouvernementale au lendemain de la primaire, il ne l'a évidemment jamais fait. Restons sur l'aspect judiciaire. Sur l'aspect judiciaire, mais la justice doit faire son œuvre, doit faire son travail, et elle nous dira si oui ou non il y a eu enrichissement personnel. Il est présumé innocent, bien sûr, mais il y a de forts doutes sur l'opacité qui règne dans ce domaine-là. Et s'il y a eu enrichissement personnel, alors c'est évidemment extrêmement grave. Ceux qui nous regardent ce soir peuvent peut-être s'étonner de vos propos quand vous dites que la justice fera son travail. Pourquoi ne le fait-elle pas avec votre candidate? Mais elle le fait, figurez-vous. Et d'ailleurs, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'en ce qui nous concerne, elle est extrêmement dynamique. Elle est dynamique, particulièrement d'ailleurs en période de campagne électorale, je le note. Elle est dynamique depuis plusieurs années sur le sujet que vous n'évoquez pas, mais qui est celui, je crois, des assistants parlementaires, je suppose. À chaque fois, et ce depuis 2 ou 3 ans, quand il y a une élection qui approche, on parle de ce sujet et puis ensuite ça retombe parce que le dossier est absolument vide, on le sait, à suivre. Et là aussi la justice fera son travail après l'élection. On le sait, la justice fera son travail. Ou alors vous savez ce qu'il y a dans le dossier. Moi je le sais, la justice fera son travail et après l'élection présidentielle, Marine aura l'occasion, pourquoi pas, de répondre à ceux qui la sollicitent. François Patria, on ne va pas faire la liste des affaires parce que malheureusement il nous faudrait du temps, mais également on a appris que le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur des soupçons de favoritisme autour d'un déplacement. C'est en janvier 2016 à Las Vegas du candidat d'En Marche. L'entourage et vous-même, je suppose, vous répliquez que ça ne touche pas directement votre candidat. Quand même, que penser de cette campagne? Alors pour François Fillon, c'est autre chose, c'est une mise en examen, mais malgré tout, c'est une campagne marquée par le spectre des affaires, du soupçon aujourd'hui. C'est une campagne qui concerne surtout les autres candidats. Parce que la démonstration de probité, la démarche claire que veut mener Emmanuel Macron, montre bien que nous tenons à nous tenir à l'écart de ce genre de pollution inutile, attristante. Je rappelle que dans cette affaire, elle ne concerne en rien ni Emmanuel Macron, ni ses collaborateurs. C'est une affaire qui concerne Business France, qui a organisé un déplacement dans lequel on pourrait reprocher éventuellement à notre candidat de s'être fait ovationner par 500 personnes. Voilà, si à chaque fois qu'un candidat se déplace quelque part, organise un événement auquel il est invité, qu'il n'a pas souhaité, qu'il n'a pas financé, pour lequel il... en rien... Bon, c'est une affaire qui veut aujourd'hui... On veut sortir d'autres affaires pour essayer de montrer que
Si c'est pour montrer que toute la classe politique... Nous ne sommes pas juges, mais il y a également des démarches autour des patrimoines de vos candidats. Voilà ce qu'on voulait dire. Écoutez, je crois que dans ce domaine, Emmanuel Macron a répondu très clairement. Il s'est expliqué à plusieurs reprises, dans la presse, vis-à-vis de tout le monde, son patrimoine, et qu'il n'y a rien à reprocher aujourd'hui à Emmanuel Macron. Donc, ne commentons pas les affaires de justice aujourd'hui. Elle regarde les candidats, leur conscience, la justice et l'électorat, point à la ligne. Elle aura peut-être un impact sur les différents électorats. Encore une question quand même, David Rachin, parce que dans la déclaration de François Fillon qu'il a faite devant les juges, il précise qu'il ne se dérobe pas, qu'il se soumet justement, vous la voyez, à l'autorité judiciaire. Et forcément, on pense à Marine Le Pen qui, elle, se soustrait à cette autorité judiciaire. Et quand il y a une campagne... Attendez, président de la République, c'est être garant aussi de cette autorité-là. C'est quand même assez frappant malgré tout. Ce qui est frappant surtout, c'est que là encore, M. Fillon se contredit. Il nous a expliqué sur tous les tons qu'il était victime d'un assassinat politique, qu'il s'agissait d'une opération de la justice ou du pouvoir visant à le déstabiliser. Et puis, une fois qu'il a dit ça, il se soumet immédiatement donc à cet assassinat politique, entre guillemets. En tout cas, c'est comme ça qu'il le décrit. Ça n'a strictement aucun sens et ça n'est pas cohérent. Vous lui aurez conseillé de se dérober à la justice? En plus, quand on dit qu'il est allé discuter avec les juges, il leur a lu une déclaration sans doute poétique qui leur a peut-être plu, mais la réalité c'est qu'il n'a pas répondu aux questions, d'après ce que dit en tout cas ce que disent vos collègues de la presse. Il sera sûrement convoqué ultérieurement pour le faire. Il sera sans doute convoqué ultérieurement, très bien, et la justice suivra son cours et fera son œuvre. En ce qui concerne Marine, elle a le droit à l'immunité parlementaire. Et cette immunité parlementaire, elle a été créée parce qu'on craignait justement que la justice puisse déstabiliser un parlementaire. C'est un droit constitutionnel, il n'y a pas de difficulté de ce côté-là. Alors on va revenir, messieurs, madame, au sujet du débat. L'Europe et tout ce qui se passe en ce moment avec désormais le Brexit sur les rails après le feu vert du Parlement britannique, mais l'Écosse ne l'entend pas du tout de cette oreille. On voit tous les détails avec Cécile Sixou et on en parle juste après. Statement, the Prime Minister. Elle devait donner une date précise, mais finalement, Theresa May attendra l'assentiment royal avant fin mars pour mettre en marche le Brexit. Nous allons maintenant passer à la confirmation royale dans les jours qui viennent. Nous restons sur la bonne voie avec le calendrier que j'ai établi il y a 6 mois et je reviendrai devant cette Chambre avant la fin de ce mois. Après le vote hier par le Parlement britannique, Theresa May devait pourtant aller vite. Mais l'Écosse est venue semer le trouble en demandant la tenue d'un nouveau référendum d'indépendance. Je vais donc faire le nécessaire pour m'assurer que l'Écosse aura un choix à faire à la fin de ce processus. Un choix entre suivre le Royaume-Uni dans un Brexit dur ou devenir un pays indépendant capable de s'assurer d'un partenariat à égalité avec le Royaume-Uni et l'Europe. Un référendum qui pourrait provoquer l'éclatement du Royaume-Uni. Theresa May affaiblie et le plus dur reste à faire car une fois la procédure enclenchée, elle devra négocier avec les 27 sur 3 points cruciaux. Le paiement de la sortie du Royaume-Uni de l'Union, le statut des ressortissants et la nature des relations commerciales, culturelles et diplomatiques. Des discussions qui devront être bouclées dans 2 ans. Voilà, et avant de parler des conséquences, les faits, Jean-Luc Gombault, est-ce qu'on peut le dire, cette fois, c'est le grand saut, le Brexit, c'est pour maintenant ou bientôt, la perspective prend forme? Alors, les négociations sont pour maintenant ou bientôt. Quand est-ce que Mme May va déposer officiellement la demande de sortie de l'Union européenne? Parce que, rappelez-vous, au début, elle voulait négocier, et on dit non, on ne négocie pas, on dépose. Je dis ça parce que c'est important pour les gens qui, en France, souhaitent négocier, et si ça ne marche pas, ensuite de proposer la sortie. Non, on ne négocie pas, on propose, on dit je veux sortir et après on négocie la sortie. Je crois que c'est important de montrer comment marchent les trains. Et donc, quand est-ce qu'elle va le faire? Sans doute pas cette semaine, puisque le 25 mars, on célébrera le 60e anniversaire de la création du marché commun. Donc elle ne va quand même pas essayer de troubler un peu ce qui pour beaucoup de gens sera une fête. Donc disons fin mars, début avril, la chose, effectivement, pourra commencer. Et je pense que je garde le même point de vue que j'ai depuis le début. Depuis le début, je dis business as usual. Je ne crois pas que ça sera la catastrophe. Tout va dépendre, alors, sauf à une condition, si la politique l'emporte sur les intérêts économiques, effectivement, ça peut être extrêmement grave. Rappelez-vous ce que disait le Premier ministre de la reine Victoria Palmerston. L'Angleterre n'a pas d'amis ou d'ennemis éternels, elle n'a que des intérêts
éternelle. C'est-à-dire, donc, c'est dans ces conditions qu'elle se négociera. Est-ce que l'Europe voudra négocier de la même façon? C'est une autre affaire. Et pourtant, Stéphanie Villers, on avait dit attention, ça va être apocalyptique. Vous allez voir ce que vous allez voir, la situation après le Brexit. Est-ce que vous croyez vraiment encore que ça va être aussi noir que prévu par les experts ? Moi, je pense qu'effectivement, ça va être noir pour la Grande-Bretagne. Et effectivement, pour l'instant, on n'a rien vu parce que rien n'a été déclenché. Au moment où les négociations vont être déclenchées, au moment où l'Union européenne aura son mot à dire, et on pourra l'entendre, à ce moment-là, il risque d'avoir des tensions, d'autant qu'on a vu que l'Écosse veut maintenant un référendum pour pouvoir sortir, elle aussi, du Royaume-Uni pour se rattacher à la zone euro. Alors là, ça va certainement créer des tensions au sein de la Grande-Bretagne, et ça va que faire qu'envenimer les choses pour elle au niveau macroéconomique et économique. Donc vous restez sur le scénario noir, David Arachlin. Vous dites c'est l'inverse, au contraire, ça y est, c'est presque une libération pour la Grande-Bretagne. Je n'envisage même pas un scénario noir et je n'aurais d'ailleurs même pas à le qualifier, puisqu'il s'agit, et on n'a même pas d'ailleurs à le qualifier, il s'agit du vote du peuple. Et par conséquent, il doit être respecté. Il est respecté par les responsables politiques dans ce pays et c'est heureux. Les choses avancent et on ne voit pas bien en quoi ce vote serait critiquable. Je m'en réjouis parce que effectivement, je vois poindre un certain nombre d'initiatives de la part du gouvernement de Madame May qui me paraissent positives. Elle veut limiter l'immigration dans le cadre de l'Union européenne. Elle ne pouvait pas le faire. Elle veut faire du patriotisme économique dans le cadre de l'Union européenne, elle ne pouvait pas le faire. Elle veut manifestement faire en sorte que les Anglais soient privilégiés dans un certain nombre de domaines, particulièrement dans le cadre de l'embauche. Dans le cadre de l'Union européenne, c'était impossible. Et c'est pour toutes ces raisons, parce qu'aujourd'hui nous sommes pieds et mains liés à une Union européenne qui nous empêche de mener les politiques que souhaite pourtant le peuple français, frontières, patriotisme économique, etc., que nous devons en effet à tout le moins renégocier avec l'Union européenne et pourquoi pas même proposer aux Français d'en sortir si nous ne pouvions pas retrouver nos souverainetés économiques, monétaires, budgétaires, législatives. Vous entendez, François Patria, oui. Le salut est hors de l'Union européenne. Moi, je pense que c'est une mauvaise affaire pour l'Europe, une mauvaise affaire pour l'Angleterre, une mauvaise affaire pour les autres pays européens. Je pense aujourd'hui qu'il est temps de régénérer l'idéal européen. Et de montrer c'est ce que nous essayons de faire. Monsieur Rachlin, on vous écoute beaucoup. C'est ce que nous essayons de faire à travers un programme qui est très ambitieux. Et en pensant qu'aujourd'hui, dans le domaine de la souveraineté, seule l'Europe peut nous apporter une souveraineté en matière de sécurité, en matière de croissance, en matière d'environnement, en matière de très haut débit de main, en matière de mondialisation. La souveraineté n'appartient plus aux nations, elles ne peuvent pas l'assumer, c'est au niveau européen qu'elle doit s'assumer demain. Mais ça a le mérite d'être clair. En quoi la présence du Royaume-Uni empêche ce que vous dites? Parce que c'est ça le problème. Nous parlons du Brexit. Je pense que fondamentalement, puisque déjà même Mme Merkel, M. Hollande, ces dernières semaines, ont dit qu'il fallait une Europe à plusieurs vitesses. La Royaume-Uni vous le propose, en réalité. C'est-à-dire, faites ce que vous voulez dans votre coin et nous reprenons nos billes. Donc, je ne vois vraiment pas en quoi nous n'avons pas... le Royaume-Uni veut sortir. C'est sa volonté, le référendum l'a présenté. Avons-nous intérêt à vraiment la provoquer ? À lui dire, vous nous devez 300 milliards pour telle ou telle raison, vous devez faire ceci, cela, nous vous supprimons votre passeport européen. Quel est notre intérêt ? Quel est notre intérêt d'aller à l'affrontement ? Sur la même chose, on a effectivement laissé filer nos services financiers grâce à l'avènement de la monnaie unique. La City s'est développée à tel point qu'elle est la première place financière mondiale. Elle l'était avant. On a vu la place de la France, la place financière de la France, de l'Allemagne qui est complètement dégradée. À cause de l'euro, c'est ce que vous dites ? Parce que l'euro se traite depuis Londres. C'est bien le problème, c'est-à-dire que toutes les banques françaises et banques allemandes ont été mettre leur salle de marché à Londres. À partir du 60% des transactions en euros se font depuis Londres. Et ça, ce sont des banquiers français
Français, Allemands, Néerlandais, Italiens qui sont basés là-bas pour faire du business en euros. À partir du moment où la Grande-Bretagne sort de l'Union européenne, la BCE le dit, elle veut récupérer le contrôle sur sa monnaie. Donc on a effectivement toute cette partie de cette finance à récupérer. Et ça, c'est un potentiel de croissance en plus qu'il ne faut pas négliger. Donc pour vous, c'est du positif. Il faut un bras de fer et non, pas un bras de fer. Des négociations rudes, on va dire. Les Britanniques veulent partir, soit. Mais effectivement, nous, là-dedans, on a quelque chose à récupérer. Nous, les Européens. C'est un débat extrêmement intéressant parce qu'on voit tout de suite où se situe la problématique. En tout cas, peut-être à vos yeux, mais vous me direz si je me trompe. On parle de l'intérêt des banques, des intérêts financiers, l'intérêt d'un certain nombre de gens qui ne sont pas le peuple français. Les banques, ça vous finance, hein. Ça finance personne, madame. Ça finance personne. Qui vous finance que je sache, les petites et les moyennes entreprises sont quasiment plus financées par les banques, alors que pour autant, l'État est venu à leur secours à différentes occasions, avec des milliards et des milliards que nous avons payés, nous, les Français, sans que jamais elles ne viennent véritablement, comme ce serait nécessaire, au soutien des PME-PMI. Alors oui, elles financent sans doute les grandes activités, des mutuelles, des assurances, des grands groupes, tout ça, c'est certain. Pas de caricature. Les banques sont nécessaires. Je ne le nie pas. Du système économique. Non, mais je vous donne mon opinion. Pour tous ces gens-là, effectivement, ça va. Mais derrière, il y a le peuple. Il y a les gens, par exemple, de Whirlpool, qui sont en train de se faire jeter et mettre à la rue par l'entreprise Whirlpool, et qui va aller gagner encore quelques millions supplémentaires en Pologne. Alors, votre souveraineté européenne, elle m'apparaît impossible à mettre en œuvre pour une raison simple, c'est que dans cette affaire-là, par exemple, les travailleurs français n'ont pas les mêmes intérêts que la société Whirlpool et que les travailleurs polonais. Et moi, je veux pouvoir donner, en l'occurrence Marine, veut pouvoir protéger ces travailleurs français et faire en sorte que Whirlpool reste en France plutôt que d'aller faire davantage de bénéfices encore en Pologne. Vous allez nous le refaire combien de fois, le coup de Whirlpool ? Parce que je l'entends depuis 10 fois dans votre bouche sur le même sujet. Mais moi, je dis simplement. Attendez, je vous interromps jamais. Vous avez votre logorée permanente de peste contre l'Europe et vous n'écoutez personne. Alors laissez-moi répondre. Bien. D'abord, je pense aujourd'hui que affaiblir l'Europe, c'est affaiblir la France et la laisser seule face aux défis mondiaux. C'est clair. Comprenons cela aujourd'hui. Et quand je dis que c'est un mauvais coup aujourd'hui que l'Angleterre parte, la preuve. Elle a voté le Brexit. Respectons le vote du peuple, il faut le respecter. Mais je trouve qu'elle y va vraiment à reculons. Que ça fait déjà presque un an qu'elle a voté et les choses traînent et on attend. Parce que c'est pas si bien que ça, parce que c'était merveilleux, formidable. Il y a longtemps que le processus serait engagé, qu'on a dit mais non, ils veulent aujourd'hui des garanties. Ils voudraient aujourd'hui garder les avantages de l'Europe qu'ils avaient avant et ne plus en avoir les contraintes. Elle veut négocier. Pas bien. Donc elle veut négocier, donc garder. Donc on voit bien aujourd'hui. En bref, ce serait le beurre et l'argent du beurre. Mais par contre, quand je viens ensuite aux travailleurs ici, écoutez, je suis d'une région qui exporte beaucoup. Pensez qu'aujourd'hui, y compris la France a plus de travailleurs détachés à l'extérieur qu'elle n'en a à l'intérieur aujourd'hui. Pensez qu'aujourd'hui, les petites PME qui travaillent à l'exportation de plus en plus et qu'on essaye d'accompagner pourraient demain se contenter d'un marché européen et ne pas l'exporter demain. Et je parle de la Bourgogne. Aujourd'hui, moi j'ai rencontré ce week-end des grands négociants bourguignons qui me disent le Brexit, c'est une catastrophe pour nous parce qu'aujourd'hui, c'est maintenant, l'Angleterre va acheter des vins de Nouvelle-Zélande, du Chili, des États-Unis. Elle a commencé et on va perdre des parts de marché. Et on va perdre des parts de marché, beaucoup. Donc c'est les petits vignerons, c'est les petits gens qui travaillent dans les chez moi en Bourgogne aussi qui vont perdre demain, y compris demain pour l'exportation de produits agroalimentaires. Voilà, exemple contre exemple finalement. Comprenez qu'il y a Whirlpool, mais il y a aussi la capacité exportatrice de la France derrière. Il va se retrouver mise à mal, parce que demain, on aura une fausse souveraineté qui nous laissera avec un franc dévalué, avec une paupérisation, avec une perte des économies, avec une perte des retraites que vous n'évoquez jamais devant vos électeurs. Alors, quand même, Whirlpool... David Rachin, la réponse est Jean-Luc Ongo pour l'analyse. Mais vous êtes souvent, je trouve, trop souvent peut-être, mais c'est la problématique de la communication politique, dans la caricature. Parce que ce que vous dites là... vous ne faites jamais de communication politique, vous ? Mais ça m'arrive sans doute aussi. Oui, aussi. Ça vous arrive. C'est un reproche que je nous faisais à tous. Mais là, en particulier, dans ce que j'entends, c'est vrai que je n'ai pas ce ressenti-là, parce que je vois toutes ces entreprises qui quittent notre pays. Je vois notre
notre balance commerciale être en déficit. J'en vois beaucoup qui s'installent. Mais tant mieux quand elles s'installent, bien sûr. Je vois notre pays n'aide pas, et nos entreprises n'aident pas suffisamment. Si, regardez, je le fais avec plaisir. Ces entreprises n'êtes pas suffisamment compétitives. Notre balance commerciale est en déficit de 50 milliards d'euros, ce qui est absolument considérable. Tout ça à cause de quoi? À cause d'un euro dont on sait pertinemment qu'il est trop fort. Et je crois que dans ce domaine-là, il y aurait beaucoup à faire. C'est pourquoi nous souhaitons... Parce que dans les projets des différents candidats, il y a beaucoup de choses. Et ceux qui disent qu'ils vont pouvoir limiter l'immigration, ceux qui disent qu'ils vont pouvoir faire du patriotisme économique, savent qu'ils mentent aux Français. Je ne dis pas que c'est votre cas. Vous ne parlez pas de patriotisme économique. Vous considérez qu'il faut laisser partir les entreprises, faire davantage de bénéfices et de supprimer les emplois en France. Mais en tout cas, vous laissez faire. Vous ne voulez rien faire. Dans la situation de Whirlpool, J'ai présidé une région pendant 12 ans et croyez-moi, les emplois, je les ai conservés, j'en ai installé en France. Tant mieux, je ne le conteste pas. Ne caricaturez pas. Je ne le conteste pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que dans l'affaire de Whirlpool, là, vous êtes d'accord pour ne rien faire, finalement. Nous disons que nous ne pouvons pas laisser faire ça. Et nous voulons lutter contre la concurrence déloyale. Nous ne disons pas qu'il ne faut pas de concurrence. Bien sûr qu'il faut que nos entreprises puissent exporter. Bien sûr qu'il faut que des produits puissent arriver dans notre pays quand c'est nécessaire. Mais il faut que la concurrence soit loyale. Or, nous constatons bien qu'elle ne l'est pas. On a compris le clivage. Très important d'ailleurs. Oui. Et c'est très intéressant ce clivage. On va insister sur cet aspect politique parce que vos deux candidats, on peut dire que ce sont des candidats qui sont très engagés, alors de manière très différente sur l'Europe. Et vraiment, il y a un vrai clivage peut-être qui est en train de structurer de nouveau une nouvelle forme de clivage dans la campagne présidentielle. Mais d'abord, l'analyse de Jean-Louis Gontaut. Alors, ce clivage dont vous parlez, on le voit venir depuis quelques années déjà, c'est-à-dire en fin de compte... Là, il est net. Elle est nette entre en fait, les partisans de l'Europe et les adversaires de l'Europe. Whirlpool n'a rien à voir avec l'Europe. C'est pas parce que c'est un pays, la Pologne, ça n'a rien à voir. Whirlpool pourrait se délocaliser en Russie, pourrait se délocaliser à Singapour. Oui, donc en fait... Accuser l'Europe de l'affaire Whirlpool me paraît un petit peu, quelque peu excessif. Si je puis juste me permettre. Vous permettez tout. Parce qu'on nous avait vendu l'Europe en disant qu'on allait transférer notre souveraineté à l'Union européenne et qu'il y aurait des protections aux frontières de l'Union européenne, dans le domaine migratoire et dans le domaine économique. Il n'y en a ni dans l'un ni dans l'autre, c'est ça le problème. On a largué notre souveraineté pour la donner à une passoire. Et c'est ça le problème. Il y a effectivement un problème d'harmonisation sociale à l'intérieur de l'Europe qui est un vrai problème et qu'il faudra effectivement s'attacher à résoudre. Mais ce que je veux dire, les délocalisations ne se font pas principalement en Pologne et se font hors de l'Europe et notamment vers l'Asie qui est un véritable problème. Par ailleurs, monsieur, je suis d'accord avec vous. Je pense que les Britanniques ont eu tort de voter. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait. Je l'ai dit, oui. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous ? C'est ça le problème. Et donc, il y avait déjà chez M. Hollande, dès le départ, une volonté agressive dans cette affaire en disant il nous faut un hard Brexit. Non, il nous faut un Brexit qui se passe dans de bonnes conditions pour les uns et pour les autres. Pour ce qui est de la négociation de l'euro à Londres, ne croyez pas que si on retire, à mon avis, si on retire le passeport européen aux sociétés... Oui, on va voir. On va voir. Les négociations vont commencer. On va voir. Et ça ne se fera pas à Paris. Oui, ça ne se fera pas à Francfort. Non, mais je veux dire, est-ce que c'est notre intérêt? Non, mais voyons notre intérêt à partir d'un état de fait. C'est ça le problème. Attendez, Jean-Louis, je pose une question. Notre intérêt, c'est qu'il n'y ait pas, en tous les cas du point de vue de la France et de l'actuel gouvernement, qu'il n'y ait pas d'autres pays qui soient dans la même perspective. Alors ça, c'est un autre problème. Voilà pourquoi ils ont voulu, je suppose, durcir ces négociations. Effectivement. Est-ce que c'est dans l'intérêt des Français? Ça, c'est une autre question. Effectivement. Mais si on veut faire une Europe à plusieurs vitesses, je crois qu'il faut faciliter la sortie des gens qui ne veulent pas y rester. C'est ça le problème. Si on veut faire une Europe à plusieurs, reconfigurer l'Europe, je pense qu'il faut prendre en compte ce Brexit et dire ceux qui veulent partir peuvent partir. Or, ce n'est pas du tout ce qui est prévu dans l'article 50, c'est beaucoup plus compliqué et je pense qu'il faudrait revoir cet aspect si on veut remodeler une Europe qui nous convienne mieux. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, j'exagère, c'est pas le mot, mais d'hémorragie quand on dit celui qui veut partir, il va partir? Déjà, il y a l'Union européenne où effectivement tous les pays membres de l'Union européenne peuvent partir en déclenchant l'article 50 et il y a la zone euro qui est bien différente où normalement on ne peut pas retourner en arrière, on ne peut pas sortir de cette zone euro et c'est ça qu'il faut mettre aussi on oublie les avantages de la zone euro. On voit avec le Brexit, la Grande-Bretagne veut partir, sa livre se dévalue de 20%. Nous, l'euro en face est resté totalement
stable. Donc plus d'exportation et plus de tourisme. Non, attendez, on a connu le franc pendant des siècles. Est-ce que notre balance commerciale était excédentaire? Non, on a connu des déficits. Le franc n'a jamais résolu les problèmes. Là, avec l'euro, effectivement, on est plus en phase avec, on est une union. Et quand Whirlpool, vous regrettez que Whirlpool parte en Pologne, Whirlpool faisait fabriquer des sèche-linges, je crois. Donc, en termes de valeur ajoutée, de contenu technologique dans ces produits-là, effectivement, il valait mieux que ça se produise dans un pays où la main-d'œuvre est peu qualifiée. Nous, on a une main-d'œuvre, on doit monter en gamme. On est en plein cœur d'une révolution technologique. On a autre chose à proposer, effectivement, plutôt que de dire on va rapatrier des emplois qui sont en Chine ou qui sont en Pologne avec un contenu avec très peu de qualification. On doit monter en gamme pour aller vers des secteurs d'avenir et des secteurs porteurs. Et c'est pas en fabriquant des sèche-linges Whirlpool qu'on risque de créer, qu'on peut créer une croissance nouvelle. Et en revenant au franc. Au-delà de... Enfin, je vous laisse la responsabilité de vos propos pour les travailleurs qui fabriquaient ces sèche-linges. Ça, c'est l'arrogance habituelle des puissants. Stéphanie Villers parlait d'un positionnement du produit. Évidemment, là, je ne parlais pas des ouvriers. Oui, mais moi, je vous parle de ceux qui les fabriquent. Mais je préfère préciser. Moi, je vous parle de ceux qui les fabriquent. Oui. Je ne savais pas d'ailleurs quelle était sa pensée précise. Apparemment, les sèche-linges, c'est médiocre. La réalité, c'est que, si vous me permettez quelques secondes, la réalité, c'est que derrière, il y a des travailleurs, madame. Alors, mais les travailleurs peuvent monter en qualification, en gamme. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Bien sûr qu'il faut essayer de monter en gamme, qu'il y a toute une série d'initiatives à prendre dans ce domaine-là, dans la recherche, dans l'innovation. Tout le monde sera d'accord autour de cette table, je suppose, là-dessus. Mais il y a 6,5 millions de chômeurs dans notre pays, madame. 10 millions de travailleurs pauvres. Ce sont généralement les moins qualifiés. En même temps, et alors on les abandonne, ceux-là, c'est moins qualifié. On leur propose des formations. Évidemment, mais il faut aussi et surtout leur permettre d'avoir un travail. Et si vous faites partir l'ensemble des entreprises qui les emploient aujourd'hui, alors ces gens-là, plutôt que des formés, vous en ferez évidemment des chômeurs. Et c'est tous ces chômeurs qu'a créé l'Union européenne qui, moi, l'Union européenne et nos politiques ultralibérales me posent une vraie difficulté. Et c'est pour ça que nous voulons protéger les emplois dans notre pays. J'ai noté quelque chose dans le discours d'Emmanuel Macron, c'est le candidat, l'un des seuls qui dit c'est par l'Europe que la France va ou peut se redresser. Honnêtement, c'est un message qui n'est pas facile à faire accepter, à marteler en Si on lit le programme, on peut le trouver. Moi, je trouve que M. Rachlin, à défaut de faire noble, il fait court. Il fait court. À défaut de faire noble, il fait court. Parce que voilà, je pense aux travailleurs qui fabriquaient. Moi, je les plains, je suis ceux qui les plains. Mais dans le même temps, quand vous dites, à juste titre, madame, que si la livre a dévalué de 20%, pensez que demain, nous sortons de l'Europe et que le franc dévalue d'autant. C'est autant de moins de salaires, d'économies, de retraites pour demain pour la France. C'est autant de plus pour la dette. Que devront payer tous les Français, y compris les salariés que vous évoquez aujourd'hui. Mais si, c'est mécanique et c'est comme ça. Mais l'euro, vous savez que l'euro s'est dévalué de 20 à 30% dans les derniers mois. Laissez-le conclure, on va passer... Moi, je suis... Allez, on va passer à la surenchère turque. Non, mais j'étais complètement bidon, cette analyse économique. Non, mais j'aime pas que vous interrompiez. C'est pas clair. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que cette dévaluation entraînera de la pauvreté. Et qu'aujourd'hui, ça n'est pas en essayant de tirer vers le bas ce pays et en ayant des mots pour essayer de plaindre les gens plutôt que de les aider à croître, que vous convaincrez à terme la redressement de la France. C'est un clivage important de cette campagne. Jean-Louis, on conclut sur ce sujet. Simplement pour dire que vous parlez, si la France, il n'est pas question que la France sorte de l'Union européenne. Il n'y a que 2 partis qui le proposent. Monsieur Rachlin le propose. Rachlin, bien sûr, et quelque part quand même, Monsieur Mélenchon. Voilà. Je veux dire qu'en France, l'euro, par rapport au vote de Maastricht, a progressé dans l'opinion française. Les 3/4 des Français sont favorables à l'Union européenne. Et quand Mme Le Pen nous dit « si vous ne voulez pas sortir, moi je m'en vais », je pense qu'elle aura beaucoup de chances de partir. Donc ça, c'est et les Français sont en majorité de l'argent favorables à l'Union européenne. Donc la question n'est pas du Frexit. Pour l'instant, nous sommes dans des scénarios. Mais la question que vous me posiez était de savoir est-ce qu'on peut faire aujourd'hui faire progresser l'Europe et redonner un espoir européen aux Français. C'est pas ça. Je crois qu'il y a dans le programme aujourd'hui, à travers les mesures de croissance, les mesures qui sont proposées d'un gouvernement économique européen, de demain d'une banque qui pourrait s'investir dans les domaines essentiels, qui se recentrerait dans le domaine de la sécurité, qui pourrait créer de l'emploi. Mais sur l'Europe, c'est la volonté. C'est demain qu'on nous dit ça. Si c'est... Non. Madame, messieurs, autre pendant le début de la campagne, qui est-ce qui a parlé le premier de l'Europe et qui en a parlé vraiment
avec beaucoup de détermination. Et ce sera projet contre projet, notamment pour vos deux candidats. Alors, la surenchère turque, c'est important parce qu'il y a beaucoup de crispation autour de ce pays. L'ancien ministre des Affaires étrangères, Hubert Védrine, plaide quant à lui pour un dialogue franc avec les autorités turques. Pour lui, il faut revenir sur la promesse d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. On l'écoute. C'est préoccupant, on ne sait plus quoi faire avec la Turquie. Moi, je pense que la priorité, ce n'est pas l'histoire des meetings, là, c'est assainir nos relations d'avenir avec la Turquie. Je dis ça sur 2 points. Un jour ou l'autre, il faudra admettre qu'ils ne peuvent pas entrer dans l'Union. On a fait cette promesse dans un moment d'optimisme et d'euphorie. C'était déjà une promesse un peu mensongère, parce qu'on aurait été incapable de faire ratifier le traité d'adhésion. Et puis deuxièmement, il faut qu'on soit capable d'assumer la question des réfugiés, même si ils n'étaient plus coopératifs. Et ça, si on était capable de ça, on pourrait commencer à parler autrement avec la Turquie, parler avec les Américains sur jusqu'à quel point on a quand même besoin de la Turquie dans l'OTAN, même s'ils ont un jeu totalement trouble au Moyen-Orient, mais on ne peut pas aujourd'hui. On est un peu paralysé par nous-mêmes. Alors, on va faire un tour de table sur la Turquie, puis nous parlerons du vote important. C'est un vote test pour l'Europe, celui des Pays-Bas. François Patria, est-ce que votre candidat est totalement au clair sur ce sujet? On a vu quand il y a eu la polémique sur la visite du ministre des Affaires étrangères turc. Est-ce que vous trouvez que sa position a été franche, tranchée? Sa position, elle est tranchée, elle est européenne. C'est-à-dire la décision de ne pas accepter des meetings aujourd'hui dans le contexte que nous connaissons ne peut pas être prise à l'échelle d'un pays. C'est à l'Europe de se concerter et sur ce sujet, justement, de travailler en concert. Ça n'a pas été fait, je le regrette. Je pense qu'une position européenne, compte tenu de ce qui se passe en Turquie aujourd'hui, eût été d'une autre hauteur et d'une autre efficacité. Et alors, il fallait l'accueillir ou pas, le ministre? Moi, à titre personnel, je pense qu'il fallait faire comme les autres pays qu'on fait de l'Europe aujourd'hui et que ça devait décider au niveau européen. Je le dis. Donc on sait à titre pas, personnel, je vous dis à titre personnel. C'est la nouvelle stratégie Macron. Non, je vous ai dit, à titre personnel. C'est l'Union européenne qui décide et Emmanuel Macron s'est très bien exprimé en disant aujourd'hui, c'est l'Europe qui doit répondre à domaine. En fait. Si, quand il vous dit cette décision doit être européenne. Oui, mais lui, à titre personnel, il considère que c'est normal, ses discours en France. C'est personnel, je vous donne la mienne. Voilà. Bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Et je pense être sur la même ligne. Mais sur un sujet quand même aussi important, est-ce qu'il est temps que la France, qu'une partie de l'Europe soit claire sur vraiment ce qu'on veut par rapport, avec la Turquie? Non mais il est plus que temps, mais il y a des valeurs dans cette République, il y a des valeurs dans notre pays et il y a un certain nombre de valeurs qu'on ne doit pas laisser contester. Il y a une unité républicaine à laquelle nous sommes attachés. Il y a un homme qui est venu nous expliquer en septembre 2015 ou en octobre 2015 et qui revient, ou son représentant qui revient nous dire qu'aux Turcs, il faut qu'ils restent turcs dans leur culture, et surtout qu'ils évitent la France, qu'ils rejettent la France. Ceci n'est pas évidemment acceptable dans notre pays. Ces discours-là sont éminemment condamnables, d'autant qu'il y a une véritable dérive dans ce pays que chacun connaît bien. Et de voir la faiblesse qu'a été celle de la France dans cette affaire, tandis que d'autres pays européens ont bien réagi en effet, m'apparaît comme étant un déshonneur pour notre pays. Il est bien évident que dans ce genre d'affaires, pas question pour nous de demander quoi que ce soit à l'Union européenne. Nous avons des valeurs dans notre pays, il faut les défendre. Et la France, qui est une grande nation, pas une petite nation, parce qu'une addition de faiblesse n'a jamais fait une force, c'est une grande nation qui parle au monde. Mais quand on parle des valeurs, est-ce qu'il ne faut pas faire... dans son histoire, avec le général de Gaulle. Est-ce qu'il n'y a pas parfois un deux poids, deux mesures? Par exemple, la Hongrie, j'y pense, il y a quelque temps, elle ne partageait pas forcément nos valeurs européennes avec la France et on ne vous a pas entendu sur ce sujet. Mais si on les condamne, ces valeurs, si la France condamne telle ou telle valeur, elle doit être en capacité de le dire. C'est cela que je dis. C'est la position de la France, elle est entendue dans le monde et beaucoup de peuples d'ailleurs du monde, à cause de l'universalité de notre culture, doit être entendue dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes complètement inféodés, tantôt à l'Union européenne, tantôt aux États-Unis ou à d'autres. Sauf que, Jean-Luc Gombault, attention, pourquoi? Parce que la Turquie, il y a évidemment des intérêts économiques, il y a des intérêts commerciaux, et puis il y a une lutte contre le terrorisme qui est quand même l'un des éléments majeurs. Et c'est un pays, qu'on le veuille ou pas, même si au début on a décrit peut-être une alliance, ou en tout cas une zone grise de la politique turque. Aujourd'hui, c'est un allié dans la lutte contre le terrorisme. Donc attention à la manière dont on le traite aussi. J'ignore si la Turquie lutte vraiment contre Daesh à sa frontière. Je ne sais pas trop comment... je ne connais pas bien le sujet, mais je n'ai pas l'impression qu'elle est déterminée. Vraiment, elle retient, si je puis dire, entre guillemets, des réfugiés. Tout à fait. Mais je veux dire, je crois qu'il y a plus un problème sur les Kurdes, à la limite les Kurdes, que de lutter contre Daesh. Ce qui est frappant, pour moi, dans cette affaire, c'est la faiblesse de l'Europe.
Parce que quand même, voilà, la Turquie est dans une situation économique lamentable. C'est fini, parce que c'était un émergent, 9% de croissance. Là, elle est sur moins 2%. Elle est rentrée dans une dépression. L'inflation décolle, le chômage décolle. Ce monsieur a une situation, je ne sais pas quelle est sa force politique réelle, mais sa force économique ne cesse de faiblir. Et vient là ce monsieur qui vient nous provoquer. Et nous n'arrivons pas à avoir effectivement une position européenne commune. Cette affaire illustre à quel point l'Europe est nécessaire. Est nécessaire et perd pied. C'est-à-dire à un moment où on n'est pas à la hauteur, je suis d'accord avec vous. Mais mon objectif n'est pas de la rabaisser. Notre objectif, c'est de l'élever, justement, de répondre à ces défis. Et Jean-Luc, pardonnez-moi, veut qu'on disparaisse de de l'élever dans un contexte où il va y avoir, Stéphanie Villers, pardonnez-moi, un scrutin test quand même demain, c'est celui des Pays-Bas. On va pouvoir mesurer vraiment, concrètement, j'allais dire, la montée de ce que l'on appelle, entre guillemets, le populisme en Europe. Bon, d'après les derniers sondages, il paraît attention les sondages. Oui. C'est vrai, il faut être prudent avec ça. Mais on voit déjà les marchés financiers réagir, parce que c'est quand même un benchmark, une référence, qui avec si des taux d'intérêt. Si les marchés réagissent alors ? Non mais en fait, les taux d'intérêt sont assez importants, parce que quand vous empruntez de l'argent, ce sont les taux d'intérêt qui sont définis par les marchés financiers. On sait que vous êtes obsédé par ça. Et qu'il n'y a que les banques et les marchés qui comptent. Non, mais vous savez, n'importe quel consommateur a besoin de connaître son taux pour emprunter, pour acheter un logement. Et ça vient de là, en fait. C'est ça. C'est tout bête, mais ça vient des marchés financiers. Attendez, en tous les cas, vous dites que ce sera un scrutin test vraiment pour l'Europe. Là, on arrive à un début. Pardonnez-moi, messieurs. On aura demain, effectivement, la réponse, mais c'est un début, effectivement, de test pour savoir s'il y a une montée du populisme au sein de la zone euro. Eh bien, nous en parlerons donc demain. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. La suite de votre émission. Eh bien, sur cette campagne marquée, on l'a dit tout à l'heure, par les soupçons et les affaires, à 40 jours du premier tour, c'est une situation inédite. Et plus largement, comment les Français vont-ils pouvoir sereinement faire leur choix pour ce scrutin indécis et déroutant? Et bien, sur ces questions, le match des idées va opposer dans quelques instants Yves Derey, rédacteur en chef au Parisien Magazine, à François Dorcival, éditorialiste à Valeurs Actuelles. A tout de suite, on vous attend. Demain, dans Territoire d'Info, votre matinale d'information tournée vers les territoires, Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, est l'invité de Cyril Viguier. Territoire d'Info, demain à 7h30, en direct sur Public Sénat et Sud Radio. Autorisation du voile islamiste au seul espace privé. Abrogation de la loi Taubira sur le mariage homosexuel. On est d'accord. Ça se passe dans le sud de la France, à Béziers. En 2014, à la suite d'une triangulaire, on y a élu un nouveau maire soutenu par le Front National, Robert Ménard. Si on était dans une société normale, tu irais, tu lui foutrais une trempe à ce gosse et ça lui ferait du bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais je sais bien, je dis ça aurait été normal. Maintenant, on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Si un policier levait la main, il y aurait une plainte immédiatement et il gagnerait. Le Monde de Ménard, samedi à 22h sur Public Sénat. Et bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. Nous sommes en direct, c'est votre émission On va plus loin pour évoquer à présent la situation des deux grands partis. Pas très en forme dans cette campagne, c'est le moins que l'on puisse dire, pour des raisons différentes bien sûr. Un candidat affaibli et mis en examen chez les Républicains, et puis un candidat socialiste qui fait fuir une partie de sa famille. On va en parler avec nos invités ce soir. Yves Derey, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, rédacteur en chef au Parisien Magazine. François Dorcival nous accompagne. Bonsoir, éditorialiste à Valeurs Actuelles et auteur de livres qu'on va voir à l'écran, Histoire de l'Élysée aux éditions Tempus. Alors messieurs, les accusations sont assez conséquentes. Les griefs sont importants dans cette mise en examen. La campagne, François Dorcival, se poursuit malgré tout, comme annoncé, des meetings demain, des réunions, etc. Ça reste, même si on s'y attendait, même si c'est une quasi-certitude, cette mise en examen inédite dans un tel contexte à 40 jours. Bien sûr, tout est inédit, et tout est inédit depuis le 25 janvier. Mais c'est un peu moins inédit depuis le 1er mars, c'est-à-dire en réalité depuis le moment où cette mise en examen, ou en tout cas cette convocation avait été annoncée à François Fillon. Ils ont fait le maximum.
Tous les griefs y sont. On ne peut pas en trouver d'autres, je pense. Et tout ceci ont été exposés par différentes informations qui ont été distillées dans les journaux depuis quelques jours. Donc tout ça a été extrêmement bien fait. Maintenant, d'une certaine manière, François Fillon le savait, y avait répondu, et la réponse qu'il a fait aujourd'hui au juge, puisqu'il s'est rendu à cette convocation avec 24 heures d'avance pour n'être pas entouré par les caméras, ce qu'il a dit au juge, c'est ce qu'il nous avait déjà dit à tous. Et là-dessus, effectivement, la seule chose qu'il ait à faire, c'est campagne. C'est sa campagne. Parce que les gens se disent, bon, aujourd'hui, mardi 14 mars, nous avons la mise en examen de François Fillon. Nous avons les poursuites concernant Madame Le Pen et nous avons aussi une poursuite qui concerne Emmanuel Macron pour la première fois. Et probablement, ce ne sera pas fini. Donc, les gens se disent, attendez, moi je voudrais savoir sur quoi ils vont être élus. Est-ce que c'est là-dessus ou c'est sur leur programme ? On a entendu, Yves de Ré, l'opération, j'allais dire, déminage des proches de François Fillon, notamment Gérard Larcher, qui sera, je le précise, l'invité de l'émission L'épreuve de vérité, juste après notre édition ce soir, invité de Michel Grossior. Et c'est presque, on dit, et alors ? On le savait, on vous l'avait dit, maintenant on passe cette étape, la parenthèse est refermée, on poursuit notre campagne. Oui, l'habileté est évidente, et on l'avait dit même, je crois, autour de cette table, à partir du moment où il avait annoncé lui-même sa mise en examen, quelque part le choc était amorti, et lorsqu'elle serait officialisée, ma foi, ça deviendrait un petit peu presque non-événement. Bon, on avait dit aussi que si éventuellement il ressortait du bureau du juge avec une simple statut de témoin assisté, là pour le coup, il serait sorti avec une sorte de grande victoire. Bon, ça n'est pas le cas. On en est loin même. On est loin, on est plutôt sur une mise en examen velue, lourde. Et malgré tout, et quoi qu'on en dise, et quoi qu'en disent les amis de François Fillon, cette petite phrase qui imagine De Gaulle mise en examen, qui est peut-être la petite phrase qui a fait basculer la primaire en sa faveur. C'est quand même avec ça qu'il a taclé ses deux principaux adversaires, parce qu'il a fait coup double. Nicolas Sarkozy, mis en examen, Alain Juppé, condamné à son époque. Donc ça a été quand même un moment très important du débat des primaires. Comment ne pas aujourd'hui le mettre en regard avec l'événement qui le touche lui-même très directement ? Je pense que ça, les Français, aucun Français n'échappe à ce rapprochement. Donc il va falloir quand même gérer ça. Et il faudra aussi le gérer dans un moment qui se profile à l'horizon, d'ailleurs en triple moment, qui seront les 3 débats qui vont arriver, parce qu'on peut imaginer quand même que ses adversaires ne vont pas se gêner pour l'utiliser. Mais alors, ça sera projet contre projet aussi à ce moment-là, François Dorcel. D'abord, effectivement, ces 3 débats vont être décisifs parce qu'on va leur poser des questions qui seront différentes. Là-dessus, que l'un ou l'autre parte sur cette idée de « ah oui, mais vous, la morale, vous, l'irréprochable, etc. » Ça, je crains que ce ne soit plus dangereux. Pourquoi ? Mais parce que on voit bien que, à l'exception pour le moment de Benoît Hamon et de Jean-Luc Mélenchon, tous les autres sont pris dans toutes sortes d'affaires. Or, leur intérêt... Ils n'ont pas dit... Est-ce que vous l'étiez qui imagine De Gaulle mis en examen. Ils n'ont pas dit ça. C'est possible. Eh oui. Non, mais ne discutons pas ce point, j'en suis d'accord. Il n'empêche que tous sont désormais, dans ce cas, plus ou moins poursuivis, et leur intérêt, c'est de parler de leur programme, puisque jusqu'à présent, tout a été étouffé. Il ne s'agit pas pour nous de hiérarchiser les affaires, certes, les soupçons, mais est-ce que vous mettez vraiment, et je sais que là, je reprends quand même l'argument des proches de Marine Le Pen, mais je ne parle pas d'elle, est-ce que vous mettez au même plan toutes les affaires dont nous parlons, par exemple, celle d'Emmanuel Macron sur Las Vegas, celle de François Fillon, celle de Marine Le Pen, qui ne seraient pas un enrichissement personnel? Est-ce que, selon vous, il faut les mettre tous au même plan? Écoutez, nous faisons de la politique. Nous faisons de la politique, nous ne sommes pas dans le droit, nous ne sommes pas à la place des juges, nous ne sommes pas dans une affaire judiciaire. La perception, c'est tous, pour le moment, ont des histoires. Voilà. Et des histoires, quelles qu'elles soient. Je dois dire d'ailleurs que ce que vous allez apprendre dans Valeurs Actuelles, c'est que Emmanuel Macron va présenter une nouvelle déclaration de patrimoine avant le premier tour.
Oui, puisque l'association Anticor a saisi la haute autorité justement sur sa déclaration de patrimoine. Exactement. Alors que se passe-t-il à gauche? Parce que la situation est confuse, hein, Yves de Ré. À gauche, Manuel Valls semble pris entre deux feux, hein, la valse de l'ancien Premier ministre. Ce soir, il a réuni ses soutiens, de nombreux parlementaires, et voici ce qu'il a déclaré dans cette dépêche AFP. L'ex-Premier ministre a vertement critiqué Benoît Hamon, jugeant devant ses soutiens, je cite, « ne pas pouvoir parrainer le candidat socialiste engagé, dit-il, dans une dérive empreinte d'une forme de sectarisme, sans toutefois annoncer son soutien à Emmanuel Macron, mais dérive quand même empreinte de sectarisme, ça c'est un sacré coup de griffe important quand même pour un candidat de son propre camp. Hein. Oui, c'est un coup de griffe important. Simplement, je crois que Manuel Valls, en faisant une sorte de non-choix, s'il continue à s'enferrer dans cette position, commet une erreur quasi historique le concernant. Je pense que vraiment, dans une situation comme celle-là, Manuel Valls, il faut se souvenir que c'est un homme qui a, pour barrer la route au Front National, appelé à voter Christian Estrosi. En nommant Christian Estrosi, appelé à voter Xavier Bertrand, etc., pour barrer la route au Front National. Aujourd'hui, il n'est pas le dernier à rappeler que Marine Le Pen est aux portes du pouvoir. Donc le risque est grand et ce n'est pas des régions qui sont en jeu, là, c'est l'avenir du pays. Qu'il reste comme cela dans une espèce de neutralité, critiquant Hamon mais ne rejoignant pas Macron. Pourquoi au fond tout ça? Parce que je crois que malheureusement, de manière très politicienne, il fait le calcul de la défaite de ces deux rivaux finalement, que sont Hamon et Macron, et que derrière la défaite de ces deux messieurs, eh bien, il pourrait reprendre et reconstruire sur les ruines du Parti socialiste la gauche qu'il souhaite. C'est tragique, parce que là, on n'est pas dans des projections politiciennes pour 2022 ou 2027. On est là, dans une élection qui va se passer dans quelques semaines, où on ne peut pas exclure la possibilité de victoire de Marine Le Pen. Donc je crois que là, vraiment, il prend une responsabilité très lourde devant ses électeurs de la primaire, devant le peuple de gauche et même devant les Français. Je vais vous laisser réagir dans un instant, François Dorcel. On va simplement écouter pour vous montrer que les soutiens de Manuel Valls sont vraiment dans le même état d'esprit. C'est Didier Guillaume, le président du groupe socialiste au Sénat. Voilà ce qu'il disait après cette réunion ce soir. Manuel Valls a fait une intervention en gros en 3 points. Le premier point, c'était de dire « je revendique d'être socialiste ». Je n'ai aucune amertume par rapport à ce qui s'est passé à la primaire. Mais la vie, le monde aujourd'hui est dangereux. Il peut y avoir un risque de deuxième tour entre le Front National et la droite. Et ça, je ne le veux pas. Il faut absolument que nous soyons tous soudés pour lutter contre cela. Mais il a dit les dérives stratégiques voulues par Benoît Hamon font que je ne parrainerai pas Benoît Hamon lors de l'élection présidentielle, mais je ne parrainerai personne d'autre. Et il a évoqué les risques de dérives sectaires liés au fait, par exemple, que comparer Emmanuel Macron, dire que Emmanuel Macron est le marchepied du Front National, nous pensons que ce n'est pas acceptable. Mais oui, Didier Guillaume, il est déjà le défenseur d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire on comprend à travers son propos qu'il a pris parti, lui. Mais Manuel Valls, je poursuis le propos de Yves de Ré à l'instant. Manuel Valls, il est devant 2 contradictions. Première contradiction, il a été battu à la primaire. Le soir de la primaire, il dit « Je me prononce pour Benoît Hamon, c'est lui qui a gagné, et donc je confirme ce que j'avais dit auparavant. » Très bien. Donc, première contradiction. Il l'a dit aussi clairement, il lui a serré la main, on va dire. Il ne le disait pas aussi clairement, mais enfin bon, il disait qu'il respectait l'engagement qu'il avait pris. Ce qui voulait dire qu'il respectait le gagnant. C'est ce qu'on avait tous compris. Mais on s'était trompé. Parce que la deuxième contradiction devant laquelle il se trouve, c'est que Benoît Hamon était un frondeur, c'est-à-dire qu'il fait partie de ceux qui ont combattu sa politique, qui n'ont peut-être pas voté la censure, mais se sont prononcés chaque fois contre par leur vote, et d'autre part, Emmanuel Macron, qui est celui qui, finalement, aura flanqué un couteau dans le dos de François Hollande et le sien, et d'une certaine manière. Donc, c'est très, très compliqué pour lui de se sortir de cette mais il a quand même une responsabilité. On a beaucoup parlé de la responsabilité de François Fillon avec ses affaires vis-à-vis de son électorat, et même des Français. Et même, il y a une responsabilité pour Manuel Valls, pardonnez-moi aussi quand même, par rapport à son camp, par rapport au candidat socialiste, par rapport à la promesse, la parole politique. Mais François Fillon, il a ce grand avantage d'être seul à droite. Il est le seul candidat. Tandis qu'à gauche, il y en a 2,
si ce n'est en réalité 3. Et donc vous mettez Emmanuel Macron bien à gauche. Ben, naturellement. Comment ne le serait-il pas? Non, mais pour bien connaître Manuel Valls, que j'ai eu le plaisir d'en passer d'éditer, hein, puisque j'ai publié son livre de campagne en 2012, je sais que c'est un homme de conviction. Et je comprends et je conçois que la campagne de Benoît Hamon soit aux antipodes de ses convictions, c'est certain. En revanche, avec Emmanuel Macron, il a beaucoup de proximité quand même. Et donc, politique, mais pas personnel, politique, mais pas personnel. Mais à un moment donné, je pense que si on choisit ni la légitimité et le légalisme, ni les convictions, et qu'on choisit rien, c'est quand même catastrophique. Or, il avait quand même là une forme d'échappatoire possible, qui est justement la position de Marine Le Pen. Ça lui permettait, disons, d'aller dans la direction de ce qu'on appelle le vote utile en faveur de Macron et d'expliquer au peuple de gauche et à ses électeurs qu'il devait malheureusement ne pas respecter les engagements de la primaire. Il avait, disons, une petite porte dans laquelle il pouvait se faufiler, il ne le fait pas, sans doute parce qu'il craint, si Macron gagne, d'être coincé pour les 10 ans à venir. On est vraiment dans les questions d'ambition personnelle qui priment, et sur la légitimité, l'élection de Hamon, la primaire, et sur les convictions. En tous les cas, dans quel état se trouvent les deux grands partis, hein, mais oui. Il aurait fait ce choix. Il ne l'a pas fait, il aurait fait ce choix. Pour Macron, c'était décidément tout le gouvernement Hollande, à l'exception de quelques-uns qui basculaient chez lui, et ça faisait beaucoup pour se prétendre le candidat ni droite ni gauche. D'ailleurs, vous avez noté sa réaction avec empreinte d'ironie, je n'ai pas ouvert de maison d'hôte. Oui, mais il se trouve que Emmanuel Macron, quand on regarde un petit peu son profil politique, les études quali qui peuvent circuler sur lui, là où il est un peu faible, c'est sur les sujets sur lesquels Manuel Valls est fort. Les sujets régaliens, l'ordre, la sécurité, la laïcité, etc. Voilà pourquoi il attend Le Drian. Et donc, les bras grands ouverts. Valls incarne quand même un peu ça, une forme d'autorité, de respect de l'ordre en France, etc. Ce que n'incarne pas Macron. Et donc quand même, pour le coup là, le soutien de Valls pouvait être important pour lui. Alors messieurs, comme d'habitude, je vais vous faire réagir, et c'est l'actualité, François Dorcival, aux une des quotidiens, à découvrir demain. On va les découvrir ensemble. D'ailleurs, d'abord celle du Figaro, Royaume-Uni, Pays-Bas, les fractures de l'Europe. La voici, François Dorcival. On en parlait tout à l'heure dans ce débat. C'est un moment décisif. Et l'Europe, alors là, on l'a un petit peu oubliée. Elle n'est pas oubliée dans le programme des candidats. Loin de là, mais malheureusement, dans notre débat public et politique, elle l'est. Le dernier vrai Européen dans tout ça, c'est Emmanuel Macron. Et il croit encore à l'Europe. Nous avons entendu tout à l'heure M. Patriat défendre les mêmes positions. Cette Europe, elle est très malade. Très malade. Et je dois dire que sur une affaire comme la Turquie, qu'elle ait été incapable d'affirmer sa solidarité, c'est invraisemblable. Et là, qui a été hors circuit, hors de la solidarité? La France. La France, vis-à-vis des Danois, des Néerlandais, des Allemands, même des Suisses. Enfin, c'est insensé. Là, ce que vous exprimez, François Dorcival, c'est finalement la situation. Un besoin d'Europe. C'est un besoin d'Europe. Au moment où, Yves Drouet, regardez, puisque vous avez parlé des Néerlandais, le scrutin néerlandais, Pays-Bas, un vote test pour l'Europe, ce sera demain pour mesurer concrètement, j'allais dire, la montée de ce que l'on appelle le populisme en Europe. Un nouveau test, un test de plus. Les Pays-Bas, c'est quand même un pays qui, quelque part, incarne un petit peu la construction européenne. C'est pas n'importe où que ça se passe. Donc si aux Pays-Bas, on a en gros l'extrême droite qui prend le pouvoir, ça peut avoir un impact sur le scrutin en France, je pense. On conclut, messieurs, avec Ouest France qui titre sur François Fillon. Les difficultés s'accumulent. On en parlait tout à l'heure. Encore une question, François Dorcival. Est-ce que on le voit aussi pour les autres candidats, même si certains peuvent se réjouir des difficultés de ce candidat-là, ils ont envie que la parenthèse soit refermée. Je ne sais pas s'ils ont envie de projet contre projet, mais ils ont envie de pouvoir convaincre les électeurs parce qu'on parle d'une élection très indécise. Bien, ce qui est vrai. Ce qui est vrai, enfin toutes les études le montrent, cette élection est indécise, mais je rappelle qu'en 2002, la fameuse élection Jospin éliminé, disqualifié du second tour pour avoir Chirac-Le Pen,
cette élection s'est décidée dans les 3 jours qui ont précédé le scrutin. 3 jours. 3 jours. Donc ça peut être selon vraiment dans la dernière ligne droite. Mais oui, bien sûr. Eh bien, nous le verrons et j'espère que nous le commenterons ensemble. Merci beaucoup, messieurs, pour ce match des idées. On arrive à la fin de cette émission. Comme d'habitude, le mardi, vous le savez, c'est l'épreuve de vérité qui est à suivre. Et l'invité de Michel Grossior, c'est le président du Sénat, Gérard Larcher, proche de François Fillon. Il commentera bien sûr la mise en examen de son candidat. Quant à moi, je vous retrouve avec plaisir demain, 22h. Belle fin de soirée.